Chapitre 30. Asa, la gardeuse d'oie, et le petit Mats. La maladie. L'année du voyage de Nils Holgersson, on parlait beaucoup de deux enfants, un garçon et une fille, qui traversaient tout le pays à la recherche de leur père. Ils étaient de Smaland, du canton de Sønderbo. Ils y avaient habité avec leurs parents et 4 frères et sœurs, une petite cabane au bord d'une immense lande. Lorsque les 2 enfants étaient encore petits, un soir, une pauvre vagabonde avait frappé à leur porte et avait demandé un gîte pour la nuit. Bien que la cabane fût toute petite et déjà comble, la mère lui avait arrangé un lit par terre. Pendant la nuit, elle avait toussé à rendre l'âme, et le matin, elle s'était trouvée trop malade pour continuer sa marche. Les parents des enfants avaient été aussi bons pour elle que possible. Ils lui avaient cédé leur propre lit, et le père était allé jusque chez le pharmacien pour chercher de la médecine. Les premiers jours, la malade avait été très exigeante et ingrate, mais peu à peu elle s'était adoucie. Elle ne cessait de supplier qu'on la portât dehors sur la bruyère et qu'on la laissât mourir. Elle avait rôdé, raconta-t-elle, avec des tziganes. Elle n'était pas elle-même d'origine tzigane. Fille d'un paysan, elle s'était enfuie de chez elle pour suivre le peuple nomade. Une vieille femme de la bande, qui la détestait, lui avait envoyé cette maladie. Et dans sa colère, cette femme lui avait aussi prédit que quiconque serait bon pour elle et l'hébergerait sous son toit aurait le même sort qu'elle. La pauvre malade croyait à ce maléfice de la tzigane et craignait maintenant de porter malheur à ses hôtes. Ceux-ci furent très impressionnés par ce récit, mais ils n'étaient pas gens à jeter à la porte une mourante. Peu de temps après, la malade était morte et les malheurs avaient commencé. Auparavant, on avait été très gai dans la maison. On avait été pauvre, mais on n'avait pas connu la misère. Le père fabriquait des peignes de tisserand. La mère et les enfants l'aidaient au travail. Le père préparait les cadres des peignes, les enfants coupaient les dents et les limaient, tandis que la mère et la grande sœur les inséraient dans les cadres. On travaillait du matin au soir en plaisantant et en s'amusant, surtout lorsque le père racontait des histoires du temps où il avait parcouru des pays étrangers pour vendre ses peignes. Il était d'une humeur enjouée, le père, et l'on riait aux éclats à écouter ses histoires. Le temps qui suivit la mort de la pauvre vagabonde fit aux enfants l'effet d'un mauvais rêve. Ils ne se rappelaient pas combien de temps il avait duré, mais il leur semblait une suite ininterrompue d'enterrements. Leurs frères et sœurs moururent les uns après les autres. Il n'avait eu que 4 frères et sœurs, et il n'avait pu y avoir que 4 enterrements, mais aux enfants qui restaient, ils avaient paru plus nombreux. Il s'était fait un silence morne dans la cabane. La mère ne s'était pas laissée abattre, mais le père fut très changé. Il ne plaisantait, ni ne travaillait plus. Du matin au soir, il restait la tête dans les mains à réfléchir. Une fois, c'était après le 3e enterrement, il avait éclaté en paroles égarées qui avaient effrayé les enfants. Il ne comprenait pas, disait-il, pourquoi ces malheurs les frappaient. N'avait-il pas fait une bonne action en recueillant la malade ? Le mal était-il plus puissant que le bien ? Comment Dieu avait-il pu admettre qu'une femme méchante causât tant de malheur ? La mère avait essayé de le calmer, mais il ne l'écoutait pas. 2 jours après, les enfants perdirent leur père. Il n'était pas mort, il partit, abandonnant tout. Ce fut lorsque la sœur aînée des enfants fut à son tour tombée malade. Le père l'avait aimée plus que tous les autres. En la voyant mourir, il avait perdu la tête et s'était sauvé. La mère ne se plaignit pas de cet abandon. Elle avait eu peur de le voir devenir fou. Après le départ du père, ils étaient devenus très pauvres. Au début, il leur avait envoyé de l'argent, mais les envois cessèrent vite. Et le jour même où l'on enterra la sœur aînée, la mère avait fermé la maison et était partie avec les 2 enfants qui lui restaient. Elle s'était rendue en Scanie pour travailler au champ de betteraves et avait trouvé à se placer à la raffinerie de Jordberga. C'était une bonne ouvrière, aux manières franches et gaies. Tout le monde l'aimait. On s'étonnait de la voir si calme après tous ses malheurs. Mais la mère était une personne très patiente, très forte et résistante. Si on lui parlait des 2 enfants qu'elle avait auprès d'elle, elle répondait seulement « Ils ne vivront pas non plus ».
Elle s'était habituée à ne rien espérer, et elle le disait, sans une larme. Cependant, elle se trompait. Ce fut elle, au contraire, que la maladie emporta. Ce fut même plus rapide que pour les frères et sœurs. Elle était arrivée en Scanie au printemps. À l'automne, elle laissa les enfants orphelins. Pendant sa maladie, elle répéta à plusieurs reprises aux enfants qu'ils devaient se rappeler qu'elle n'avait jamais regretté d'avoir accueilli la pauvre malade. Il n'était pas difficile de mourir, disait-elle, lorsqu'on avait fait son devoir. Tout le monde devait mourir, tôt ou tard. Personne n'échappait. À chacun de choisir s'il voulait s'en aller, la conscience nette ou la conscience chargée. Avant de mourir, elle avait essayé d'arranger un peu l'avenir des enfants. Elle avait obtenu qu'on les laisserait dans la chambre où ils avaient habité ensemble tous les trois. Si seulement les enfants étaient logés, ils ne seraient à la charge de personne. Elle savait qu'ils gagneraient leur vie. Il fut convenu, en effet, que le frère et la sœur, comme pris de la chambre, garderaient les oies pendant l'été. La mère ne s'était pas trompée. Ils réussirent à se tirer d'affaire. La petite Asa faisait des bonbons et le frère fabriquait des objets de bois qu'il vendait ensuite dans les fermes. En outre, il faisait des commissions. On pouvait leur confier n'importe quoi. La fillette était l'aînée. À 13 ans, elle était déjà raisonnable comme une grande personne. Elle était grave et silencieuse. Son petit frère était gai et bavard, à un tel degré que, disait-elle, lui et les oies caquetaient à l'envi dans les champs. Les enfants étaient depuis environ 2 ans à Jordberga. Il y eut un soir une conférence populaire dans la salle de l'école. Les 2 enfants étaient parmi l'auditoire, bien que ce fût une conférence pour les grandes personnes, mais ils n'avaient pas l'habitude de se compter parmi les enfants. Le conférencier parla de cette terrible maladie, la tuberculose, qui tous les ans tue tant de monde en Suède. Il parla très simplement, et les enfants comprirent chaque mot. Après la conférence, ils attendirent le conférencier à la sortie. Quand il parut, ils se prirent par la main et, gravement, demandèrent à lui parler. Malgré leurs minois ronds et roses, ils parlèrent avec une gravité de grandes personnes. Ils contèrent ce qui était arrivé chez eux, lui demandant s'ils ne croyaient pas que la mère et les frères et sœurs étaient morts de cette maladie qu'il venait de décrire. Cela ne lui parut pas improbable, ce ne pouvait guère être que ça. Ainsi donc, si le père et la mère avaient su ce que les enfants avaient appris ce soir, ils auraient pu se garder. S'ils avaient brûlé les vêtements de la pauvre vagabonde, s'ils avaient fait un grand nettoyage dans la cabane et n'avaient pas employé la laiterie, ils auraient pu vivre encore. Tous ceux que les enfants pleuraient maintenant. Le conférencier répondit que personne ne pourrait l'affirmer avec certitude. Mais il ne croyait pas que ces personnes eussent nécessairement attrapé la maladie, si elles avaient su se garder de la contagion. Les enfants semblaient encore avoir quelque chose à demander, mais il était évident qu'ils hésitaient avant de poser cette nouvelle question. Enfin, ils se décidèrent. Il n'était donc pas vrai que la vieille Zégane leur avait envoyé le malheur pour se venger du secours donné à celle qu'elle haïssait. Ce qui leur arrivait n'avait donc rien d'extraordinaire. Certainement non. Le conférencier pouvait leur assurer que personne au monde n'a le pouvoir d'envoyer ainsi des maladies. Les enfants le remercièrent et retournèrent chez eux. Ce soir-là, ils causèrent longuement ensemble. Le lendemain, ils vinrent donner congé. Ils ne pouvaient garder les oies cet été, car ils étaient forcés de partir. Où allaient-ils donc ? Ils allaient à la recherche de leur père. Ils voulaient lui faire savoir que la mère et les frères et sœurs étaient morts d'une maladie naturelle, et non pas par des maléfices d'une mauvaise femme. Le père se creusait peut-être la tête encore aujourd'hui, à cause de cette énigme. Les enfants se rendirent d'abord à leur petite maison de la lande. À leur grande terreur, ils la trouvèrent en feu. Ils repartirent immédiatement et se rendirent d'abord au presbytère. On leur dit qu'un homme qui avait été ouvrier au chemin de fer avait vu leur père à Malmberg, en Laponie, où il travaillait à la mine. Peut-être y était-il encore. Apprenant que les enfants voulaient rejoindre leur père, le pasteur ouvrit un atlas pour leur montrer combien ce voyage était long, mais les enfants ne s'étaient point laissés effrayer. Ils avaient réuni un petit pécule grâce à leur commerce, mais ils ne voulurent pas le dépenser en chemin de fer et résolurent de faire à pied le long trajet.
et ils n'eurent point à s'en repentir. Ils firent un voyage merveilleux. Voici comment. Avant même d'avoir quitté le Smaland, ils étaient entrés un jour dans une ferme pour acheter quelque chose à manger. La fermière était gaie et causante. Elle leur demanda d'où ils venaient, qui ils étaient. Ils avaient raconté toute leur histoire. La brave paysanne n'en revenait pas. Elle les régala de son mieux sans vouloir rien accepter en paiement. Et lorsqu'ils se levèrent pour partir, elle leur donna l'adresse de son frère qui habitait la commune voisine. « Vous irez lui donner de mes nouvelles, dit-elle, et vous lui raconterez aussi votre histoire. » Les enfants suivirent ce conseil avec plaisir et furent aussi bien accueillis chez le frère que chez la sœur. Il les conduisit même en voiture à une ferme de la commune voisine où il avait des amis. Par la suite, chaque fois qu'ils quittaient une maison, ils entendaient toujours la même exhortation. Vous feriez bien d'entrer dans telle ou telle maison, si vous passez par là, et de raconter ce qui vous est arrivé. Presque toujours, dans les fermes où on les envoyait ainsi, il y avait un poitrinaire. Et sans le savoir, les deux enfants, parcourant le pays, mettaient les gens en garde contre la terrible maladie, en leur apprenant le moyen de la combattre. Il y a longtemps, des siècles, lorsque la terrible peste, appelée la peste noire, ravageait le pays, on prétendait avoir vu un garçon et une fille qui allaient de ferme en ferme, de maison en maison. Le garçon portait un râteau. Et s'il ratissait devant une maison, c'était signe que beaucoup de personnes allaient mourir dans cette maison, mais pas tous, car le râteau a des dents espacées et n'enlève pas tout. La fillette avait un balai, et là où elle balayait devant une porte, c'était signe que tous les habitants de la maison allaient mourir, car le balai fait maison nette. Les deux enfants qui de nos jours parcouraient le pays, cette fois encore à cause d'une maladie terrible, n'effrayaient pas les gens avec le râteau et le balai. Au contraire, ils leur disaient « Nous ne nous contenterons pas de ratisser la cour et de balayer les parquets. Nous prendrons aussi de l'eau et la lessive et les brosses et le savon. Nous tiendrons propre le devant de notre porte, propre notre maison, propre notre corps. De cette façon, nous finirons par nous rendre maîtres de la maladie. » L'enterrement du petit Mats. Le petit Mats était mort. Cela paraissait incroyable à tous ceux qui l'avaient vu, gai et bien portant, il y avait seulement quelques heures. C'était pourtant vrai. Le petit Mats était mort et allait être enterré. Le petit Mats était mort un matin de très bonne heure. Seule sa sœur Asa avait été présente et l'avait vu mourir. « Ne va chercher personne, » avait dit le petit Mats, quand sa fin approchait, et la sœur avait obéi. « Je suis heureux de ne pas mourir de la maladie, Asa, » continua-t-il. « Toi aussi, n'est-ce pas ?» Comme Asa ne répondait pas. « Je trouve, » continua-t-il, « que ça ne fait rien de mourir, du moment que je ne meurs pas comme la mère et les frères et sœurs, car en ce cas, je suis sûre que tu n'aurais jamais pu persuader à père qu'une maladie ordinaire les a emportés. Mais maintenant, tu vas voir que tu réussiras. » Lorsque tout fut fini, Asa resta une grande heure à réfléchir à tout ce que le petit Mats avait enduré dans la vie. Elle se disait qu'il avait supporté tous les malheurs avec le même courage qu'une grande personne. Elle pensait à ces derniers mots, toujours le même courage. Il lui sembla qu'une chose s'imposait. Il fallait qu'on enterrât le petit Mats avec les mêmes honneurs qu'une grande personne. Asa, la petite gardeuse d'oie, se trouvait à ce moment très loin dans le nord, aux grandes mines de Malmberg. C'était un endroit étrange, mais pour obtenir ce qu'elle voulait, peut-être cela valait-il mieux. Le petit Mats et elle avaient traversé des bois sans fin. Pendant nombre de jours, ils n'avaient vu ni champ ni ferme, rien que de pauvres postes de relais. Enfin, ils s'étaient trouvés tout à coup devant le grand village de Gällivare, qui, avec son église, sa gare, son tribunal, sa banque, sa pharmacie, son hôtel, s'élevait au pied d'une montagne, zébrée de neige encore à la Saint-Jean. Presque toutes les maisons de Gällivare étaient neuves et bien construites. Si l'on n'avait pas vu la neige au flanc de la montagne et les bouleaux encore sans feuilles, les enfants ne se seraient pas crus en Laponie. D'ailleurs, ce n'était pas à Gällivare même que les enfants devaient chercher leur père, mais au Malmberg, au nord du village.
et le Malmberg n'avait pas le même aspect de société bien organisée. La raison en est la suivante. Bien que les hommes aient su depuis très longtemps qu'il y avait de grandes mines de fer près de Gällivare, l'exploitation n'a commencé sérieusement qu'il y a peu d'années, lorsque le chemin de fer eut été achevé. Alors, plusieurs milliers de gens y affluèrent. Le travail suffisait pour tous, mais les habitations manquaient. Il avait fallu que chacun se tirât d'affaire comme il pouvait. Quelques-uns avaient élevé des cabanes de troncs non écorcés, d'autres avaient tout simplement bâti des espèces de huttes, se servant de vieilles caisses à dynamite vides, empilées comme des briques. Maintenant, il y avait certes des groupes de jolies maisonnettes, mais partout on retrouvait le sol inculte, avec ses souches et ses pierres. Les belles villas du directeur et des ingénieurs voisinaient avec les huttes des premiers temps. Il y avait un chemin de fer, de la lumière électrique partout et de grandes usines, et l'on pouvait pénétrer en tramway très loin dans la montagne par un tunnel éclairé d'ampoules électriques. Partout, une animation extraordinaire, et tout autour s'étendait le grand désert sauvage sans champs labourés ni maisons, où vivent seuls les lapons avec leurs reines. Lorsque les enfants étaient arrivés au Malmberg, ils avaient demandé un peu partout si l'on connaissait un ouvrier nommé John Asarson. Il avait des sourcils qui se rejoignaient sur le nez. Ces sourcils étaient une chose qui sautait aux yeux. Les enfants apprirent bientôt que leur père avait travaillé au Malmberg pendant plusieurs années, mais il était parti. On avait l'habitude de le voir disparaître ainsi parfois, pour quelque temps, lorsque l'inquiétude le reprenait. Personne ne savait où il se trouvait, mais on était persuadé qu'on le verrait revenir un jour. Puisqu'ils étaient les enfants de John Asarson, ils pouvaient bien, en l'attendant, habiter la masure où il logeait. Une femme avait retiré la clé de la porte de dessous le seuil et fait entrer les enfants. Personne ne semblait s'étonner, ni de les voir arriver, ni des absences fréquentes du père. Tout le monde ici semblait faire à sa tête. Asa savait parfaitement comment elle désirait les funérailles de son frère. Un contremaître avait été enterré le dimanche précédent. Le corbillard avait été tiré à l'église par les chevaux du directeur lui-même, et un long cortège d'ouvriers avait suivi. Autour du tombeau, une société avait joué et un orphéon avait chanté. Enfin, après l'inhumation, tous ceux qui avaient assisté au service funèbre avaient été invités à prendre une tasse de café dans la salle d'école. C'était quelque chose comme cela qu'Asa aurait voulu pour son frère, le petit Mats. Mais comment y arriver ? Ce n'était pas la dépense qui l'effrayait. Elle et son frère avaient assez économisé pour qu'elle pût lui faire un enterrement superbe. La difficulté était ailleurs. Comment faire prévaloir sa volonté quand on n'est qu'un enfant ? Elle n'avait qu'un an de plus que le petit Mats, qui était couché devant elle, si petit et si fluet. Peut-être les grandes personnes s'opposeraient-elles à son désir. La première personne à qui elle le confia fut l'infirmière. Sœur Ilma arriva à la cabane un moment après la mort du petit Mats. Elle pensait bien en venant ne plus le trouver en vie, car elle savait que la veille, le petit Mats, s'étant approché d'un puits de mine au moment où partaient des coups de dynamite, avait été atteint par quelques pierres. Seul, il était resté longtemps évanoui par terre. On l'avait enfin trouvé, pansé et porté chez lui. Mais il avait perdu trop de sang pour pouvoir vivre. En venant, l'infirmière pensait plus à la sœur qu'au petit Mats. En voyant que la petite Asa ne pleurait ni ne gémissait, mais tranquillement l'aidait à tout ce qu'il y avait à faire, elle fut très surprise. Elle comprit, lorsqu'Asa se mit à parler de l'enterrement. Quand on a eu affaire à quelqu'un comme le petit Mats, commença-t-elle solennellement, car elle avait l'habitude de parler en choisissant les mots comme une vieille personne, il faut d'abord songer à l'honorer pendant qu'il est temps encore. Plus tard, on a le temps de pleurer. Puis elle demanda à la sœur de l'aider à procurer un enterrement honnête au petit Mats. Aux yeux de l'infirmière, c'était un bonheur que la pauvre enfant pût trouver une consolation à penser à l'enterrement. Aussi promit-elle de l'aider à réaliser ses projets. Asa se dit que du moment que sœur Ilma l'appuierait, le but était presque atteint, car sœur Ilma était très puissante. Dans ce pays minier où les coups de dynamite tonnent tous les jours, les ouvriers ne sont jamais sûrs de ne pas être frappés à un moment donné par une pierre perdue ou écrasée par un glissement de la montagne.
Aussi tiennent-ils à être bien avec l'infirmière. Voilà pourquoi le lendemain, quand sœur Ilma accompagna Asa pour prier les ouvriers d'assister le dimanche suivant à l'enterrement du petit Mats, il n'y en eut pas beaucoup qui refusèrent. La sœur réussit également à obtenir que la musique joua et que le petit Orphéon chanta devant la tombe. Comme le beau temps semblait encore devoir durer, il fut décidé qu'après le service, les invités prendraient le café dehors. On emprunterait des bancs et des tables à la salle de réunion de la Société de Tempérance. Les magasins promettaient de prêter des tasses. Plusieurs femmes de mineurs ouvraient même leurs armoires pour en sortir des nappes blanches. Tous ces préparatifs eurent un énorme retentissement. Dans tout le Malmberg, on ne parla que de l'enterrement du petit Mats. À la fin, la nouvelle arriva jusqu'aux oreilles du directeur de la mine. En apprenant que plus de 50 ouvriers allaient suivre le combat d'un gamin de 12 ans qui, par-dessus le marché, n'était après tout qu'un petit vagabond, le directeur trouva l'idée folle. Et du chant, et de la musique, et du café après l'enterrement, et des bonbons fondants commandés à l'Uléa. Il envoya chercher l'infirmière pour qu'elle déconseillât cette folie. « On aurait tort de laisser la pauvre fille gaspiller son argent de la sorte, » disait-il. « Il ne faut pas se plier aux caprices d'une enfant. » Le directeur parlait très posément, et la garde-malade ne trouva rien à répliquer, tant par respect que parce qu'elle ne pouvait que reconnaître que le directeur avait raison. En l'entendant parler, elle dut s'avouer qu'elle avait laissé sa pitié pour la pauvre fillette l'emporter sur la raison. De chez le directeur, l'infirmière se rendit chez Asa pour lui annoncer qu'il fallait renoncer à des projets de funérailles grandioses. Ce n'était pas le cœur léger qu'elle faisait cette démarche, car elle savait mieux que personne ce que cet enterrement représentait pour la pauvre enfant. En route, elle croisa quelques femmes d'ouvriers et leur confia son ennui. Les femmes répondirent immédiatement qu'elles trouvaient que le directeur avait raison. Ces obsèques solennelles d'un gamin de 12 ans étaient une folie. Les femmes portèrent la nouvelle à d'autres, et bientôt, il fut connu, depuis la ville des Bicoques jusqu'aux mines, qu'il n'y aurait pas de grand enterrement pour le petit Mats. Et tout le monde, d'un commun accord, approuvait le directeur. Il n'y eut probablement dans tout le Malmberg qu'une seule personne qui fût d'un autre avis. C'était Asa, la gardeuse d'oie. « Alors, il faut que j'aille parler au directeur, » dit-elle. « On voit qu'il ne sait rien du petit Mats. » Sans hésiter, elle se disposa à aller voir le directeur, l'homme le plus puissant du Malmberg. L'infirmière et plusieurs autres femmes la suivirent à quelque distance, curieuses de voir si elle aurait le courage d'aller jusqu'au bout de son audacieuse entreprise. Elle marchait au milieu de la route, grave et recueillie, comme une jeune fille qui s'achemine à l'église pour sa première communion. Sur sa tête, elle avait mis un fichu noir hérité de sa mère. D'une main, elle tenait un mouchoir bien plié, de l'autre, un panier de petits objets de bois fabriqués par le petit Mats. Lorsque les enfants qui jouaient sur la route l'aperçurent, ils accoururent, criant « Où vas-tu, Asa? Où vas-tu » Asa ne les entendit même pas. Les femmes les écartèrent en leur disant « Laissez-la donc, elle va chez le directeur pour qu'il lui permette de faire un bel enterrement à son frère, le petit Mats. » Impressionnée par la hardiesse d'Asa, une foule d'enfants se mirent à la suivre. C'était vers 6 heures du soir, et des centaines d'ouvriers revenaient du travail des mines. D'ordinaire, ils marchaient à grands pas, ne regardant ni à droite ni à gauche. Mais voyant Asa, suivi de tant de monde, plusieurs s'arrêtèrent, comprenant qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. En apprenant ce qu'il y avait, plusieurs des ouvriers trouvèrent si courageuse la démarche de la petite fille qu'ils se joignirent aux femmes et aux enfants pour voir l'issue de l'affaire. Asa monta au bureau où le directeur se tenait d'ordinaire jusqu'à la fin du travail. Au moment où elle entra dans le vestibule, la porte s'ouvrit. Le directeur sortait, son chapeau sur la tête et la canne à la main, pour rentrer dîner chez lui. « À qui désires-tu parler » demanda-t-il, en voyant la petite fille qui venait, si solennelle. « Au directeur lui-même, » répondit Asa. « Eh bien, c'est moi. Entre alors, » dit le directeur, en revenant à son bureau. Asa le suivit. Elle se redressa, repoussa son fichu en arrière et leva vers le directeur ses yeux ronds d'enfant, dont le regard grave était impressionnant. « C'est que le petit Mats est mort, commença-t-elle.
Sa voix tremblait tant qu'elle dut s'interrompre. Le directeur comprit cependant à qui il avait affaire. « Ah, tu es la petite fille qui voulait arranger ce grand enterrement, dit-il avec bonté. Il ne faut pas le faire, mon enfant. Cela te coûtera trop cher. Si j'avais entendu parler de ce projet plus tôt, je t'aurais déconseillé. » Les traits de la fillette se contractèrent et le directeur s'attendit à la voir fondre en larmes. Mais elle se domina et dit « J'aurais voulu raconter à monsieur le directeur quelques petites choses sur le petit Mats. »« J'ai déjà entendu votre histoire, » dit le directeur doucement. « Il ne faut pas que tu croies que je ne te plains pas. J'agis pour ton bien. » Asa, la gardeuse d'oie, se redressa encore davantage et d'une voix claire et nette. « Depuis que le petit Mats a eu 9 ans, il n'a eu ni père ni mère et a été forcé de gagner sa vie comme une grande personne. Jamais il n'aurait voulu mendier, même un repas. Il disait toujours qu'il est indigne d'un homme de demander l'aumône. Il a parcouru le pays en achetant aux paysans des œufs et du beurre qu'il revendait ensuite, et il a fait ses affaires avec autant d'ordre qu'un vieux marchand. L'été, en gardant les oies, il apportait un petit travail aux champs. Les paysans de Scanie confiaient parfois au petit Mats, quand il allait de ferme en ferme, de grosses sommes d'argent, car ils savaient qu'ils pouvaient avoir confiance en lui. On n'a donc pas le droit de dire que le petit Mats n'était qu'un enfant, et il n'y a pas beaucoup de grandes personnes qui... Le directeur avait les yeux fixés au parquet, et pas un muscle de son visage ne bougeait. Asa, la gardeuse d'oie, s'arrêta, croyant inutile de continuer. Comme une dernière protestation, elle ajouta « Et puisque je paierai moi-même tous les frais de l'enterrement, j'espérais... » Elle s'interrompit de nouveau. Le directeur leva alors les yeux et regarda Asa, la petite gardeuse d'oie, jusqu'au fond des yeux. Il la mesura et la pesa, pour ainsi dire, avec le regard presque professionnel d'un homme qui a beaucoup de monde sous ses ordres. Il se dit qu'elle avait perdu foyer, parents, frères et sœurs, et n'était pas encore brisée. Quelle brave femme elle serait un jour! Mais oserait-il ajouter encore au fardeau qui pesait sur ses frêles épaules? Ne serait-ce pas le brin de paille qui la ferait tomber sous une charge trop lourde? Il comprenait ce qu'il avait dû en coûter à Asa de venir chez lui pour parler de son petit frère. Elle l'avait sans doute aimé plus que tout au monde, ce frère. Comment oserait-on opposer un refus à cet amour? « Fais comme tu voudras, ma petite fille, » prononça enfin le directeur. Chapitre 31. Chez les Lapons. Sur la rive occidentale du Liu-Sajor, petit lac situé à plusieurs milles au nord du Malmberg, il y avait un camp lapon. À la pointe sud du lac s'élève une montagne isolée, toute ronde, appelée en lapon Kirunavara, et qui, paraît-il, se compose presque exclusivement de minerais de fer. Au nord-est se trouve une autre montagne, appelée Luossavara, riche aussi en fer. On était en train de construire un chemin de fer entre Gällivare et ces montagnes, et au pied de Kirunavara s'élevait une gare, un hôtel de voyageurs et des habitations pour les ouvriers et les ingénieurs. Toute une petite ville avec des maisons coquettes et gaies surgissait dans cette contrée si septentrionale que les petits bouleaux rabougris dont le sol est couvert ne déploient leurs bourgeons qu'après la Saint-Jean. À l'ouest du lac, le terrain était découvert. Quelques familles de la peuplade des Lapons s'y étaient installées. Les Lapons étaient là depuis seulement 1 ou 2 mois, mais il ne leur avait pas fallu beaucoup de temps pour arranger leur installation. Ils n'avaient point creusé la terre, ni fait sauter des rochers, ni établi sur une solide maçonnerie les fondations de leur demeure. Après avoir choisi un emplacement sec et agréable à proximité du lac, ils s'étaient contentés de couper quelques buissons d'osier et d'égaliser quelques tertres. Ils n'avaient point charpenté, ni cloué des journées durant, pour élever des murs de bois solides. Ils ne s'étaient souciés ni de faîtage, ni de toiture, ni de revêtement de planches, ni de fenêtres, ni de portes et de serrures. Ils avaient solidement enfoncé en terre les pieux de leurs tentes, y avaient accroché la toile, et voilà leur demeure construite. Point de frais d'installation, ni d'ameublement. Une couche de branches de sapin et de peaux de renne par terre, une crémaillère retenue par des chaînes au faîte de la tente pour suspendre la grande marmite où ils font cuire leur viande de renne. Les colons de la rive orientale du lac,
qui besognaient pour achever leur maison avant l'arrivée du rude hiver, s'étonnaient des mœurs des Lapons, qui habitent depuis des siècles le haut nord, et n'ont pas eu l'idée d'élever contre le froid et les tempêtes un abri plus solide que la toile des tentes. Et les Lapons ne comprenaient pas les colons, qui se donnaient tant de mal, lorsque pour vivre, il suffit de quelques rennes et d'une tente. Un après-midi de juillet, il pleuvait à verse, et les Lapons, qui d'ordinaire en cette saison ne restent guère sous les tentes, s'étaient réunis presque tous autour du feu dans une des tentes et prenaient du café. Pendant qu'ils dégustaient leurs tasses en causant, un bateau approcha, venant du côté de Kiruna, et accosta près du campement. Du bateau descendirent un ouvrier et une fillette de 13 ou 14 ans. Les chiens s'élancèrent en aboyant avec rage, et un des Lapons sortit la tête de l'ouverture de la tente pour voir ce qui se passait. En reconnaissant l'ouvrier, il fut très content. C'était un ami des Lapons, un homme affable et gai, et qu'il parlait leur langue. « Tu viens à point, Soderberg !» cria le Lapon. « La cafetière est sur le feu. On ne peut rien faire par cette pluie. Viens nous donner des nouvelles. » On se serra en riant pour faire place dans l'étroite tente à l'ouvrier et à la fillette. L'homme commença à causer vivement avec les Lapons dans leur langue. La fillette, qui ne comprenait rien à la conversation, regardait curieusement la marmite et la cafetière, le feu et la fumée, les Lapons et les Laponnes, les enfants et les chiens, les murs de toile et les pots qui couvraient le sol, les pipes des hommes et les vêtements bariolés et les ustensiles sculptés. Tout était nouveau pour elle. Tout à coup, elle dut baisser les yeux, car tous les regards la cherchaient. Soderberg avait sans doute parlé d'elle, car hommes et femmes, retirant leurs courtes pipes des lèvres, la fixèrent. Celui d'entre les Lapons qui était assis à côté d'elle lui donna une petite tape amicale sur l'épaule en disant en suédois « Bien, bien ». Une Laponne lui versa une pleine tasse de café qu'on lui passa de main en main, et un petit gamin, à peu près de son âge, se glissa jusqu'à elle en rampant et en escaladant les gens assis, puis il s'étendit par terre sans la quitter des yeux. La fillette comprenait que Soderberg racontait son histoire et qu'elle avait fait des obsèques solennelles à son frère, le petit Mats. Elle aurait voulu qu'il parlât moins d'elle et plus de son père. Elle avait entendu dire qu'il vivait parmi les Lapons, à l'ouest du Luosajor, et elle était venue avec le train de Gällivare à Kiruna. Là, tout le monde avait été très bon pour elle. Un ingénieur avait envoyé Soderberg, qui parlait le lapon, avec elle jusqu'à l'autre rive du lac pour chercher le père. Elle avait espéré le trouver dès son arrivée, et le cœur battant, elle avait parcouru du regard tous les visages en entrant sous la tente. Son père n'y était pas. Elle vit que Soderberg devenait de plus en plus grave en parlant avec les Lapons. Ceux-ci hochaient la tête et se frappaient à plusieurs reprises le front avec l'index, comme en parlant d'un homme qui n'a pas sa raison. À la fin, elle fut trop inquiète pour attendre et demanda à Soderberg ce que les Lapons disaient. « Ils disent qu'il est allé à la pêche. Ils ne savent pas s'il reviendra ici ce soir, mais dès qu'il fera un meilleur temps, on ira le chercher. » Puis Soderberg se tourna vivement de nouveau vers les Lapons et reprit la conversation. Il était évident qu'il évitait de parler de John Asarson. C'était le matin, et le temps s'était remis au beau. Ola Serka lui-même, le premier d'entre les Lapons, avait promis d'aller à la recherche de John Asarson, mais il ne se hâtait point. Accroupi devant la hutte, il réfléchissait à la façon d'annoncer à ce père que sa fille était venue. Il s'agissait de ne point l'inquiéter, car il était très étrange et fuyait les enfants. Il disait lui-même qu'il ne pouvait les voir sans être pris de pensées sombres. Pendant qu'Ola réfléchissait, Asa, la gardeuse d'oie, et Aslak, le jeune Lapon, qui la veille l'avait tant regardé, causaient. Aslak, qui avait fréquenté l'école, parlait suédois. Il racontait à Asa des traits de la vie du peuple Lapon, les Sam, lui assurant que nul peuple n'avait une existence plus heureuse. Asa déclara très franchement qu'elle trouvait terrible de vivre à la façon laponne. « Si je restais seulement une semaine ici, je serais étouffée par la fumée. »« Ne dis pas ça, » répondit Aslak. « Tu ne sais rien de nous. Je vais te raconter une histoire. Tu verras que plus on reste parmi nous, plus on s'y plaît. » Et Aslak raconta.
C'était à l'époque où une maladie appelée la mort noire dévastait la Suède. Je ne sais si elle s'était étendue jusqu'au pays de Sam proprement dit, où nous nous trouvons maintenant. Mais en Jämtland, elle fit des ravages si terribles que de tout le peuple de Sam qui vivait dans les fiels et les forêts, il ne resta qu'un garçon de 15 ans. Et des Suédois qui habitaient les vallées des rivières, seule demeura une fillette, âgée elle aussi de 15 ans. Presque tout un hiver, le garçon et la fillette, chacun de son côté, avaient parcouru le pays désert pour chercher du monde, lorsque, vers le printemps, ils se rencontrèrent. La jeune fille suédoise pria le lapon de l'accompagner vers le sud, où elle espérait trouver des gens de sa race. « Je te conduirai où tu voudras, » répondit le garçon, « mais pas avant l'hiver. C'est maintenant le printemps, et mes reines montent vers les fiels de l'ouest, et tu sais que nous autres, gens du peuple Sam, nous sommes forcés de suivre nos reines. » La fillette suédoise était l'enfant de gens riches. Elle avait l'habitude de demeurer dans une maison, de dormir dans un lit, de manger à une table. Elle avait toujours méprisé le pauvre peuple des fiels, mais elle avait peur de retourner chez elle, dans la ferme, où ne l'attendaient que des morts. « Laisse-moi alors aller avec toi vers les fiels, » dit-elle. Le garçon accepta volontiers, et c'est ainsi que la fillette suivit les reines dans leur pérégrination. Le troupeau avait hâte de retrouver le bon pâturage des hautes montagnes et faisait tous les jours de longues marches. On n'avait même pas le temps d'élever une tente. Il fallait se jeter sur la neige et dormir pendant les moments où les reines s'arrêtaient pour paître. Les bêtes sentent le vent du sud qui hérissait leurs poils et savaient qu'avant peu, ils balayeraient la neige des pentes. La jeune fille et le garçon durent courir après eux à travers la neige fondante et parmi les glaces qui se crevassaient. Arrivés à la hauteur où la forêt de pins cesse et où commence le règne des bouleaux rabougris, ils purent camper et s'arrêter pendant quelques semaines en attendant que la neige fondît sur les sommets. Puis ils y montèrent. La jeune fille se plaignait souvent, mais ne pouvant rester seule sans un être vivant, elle suivit pourtant les reines et le lapon. Sur les hauts plateaux, le garçon dressa une tente pour la jeune fille au flanc d'une petite pente verte qui dévalait doucement vers un ruisseau. Le soir venu, il attrapait les reines femelles avec un lasso, les trayait et lui donnait le lait à boire. Il chercha de la viande séchée et du fromage de renne que son peuple avait caché l'été précédent. La jeune fille se plaignait toujours, mais le fils du peuple des fiels riait seulement et continuait à la traiter avec bonté. Peu à peu, elle se mit à l'aider à traire les rennes et à faire du feu sous la marmite, à porter de l'eau et à faire du fromage. Ils eurent un temps très heureux. Il faisait chaud et la nourriture ne manquait pas. Ils dressaient ensemble des pièges aux oiseaux, pêchaient des truites dans le torrent et cueillaient des mûres jaunes dans les marais. L'été fini, ils redescendirent avec les rennes jusqu'à la limite entre les sapins et les bouleaux pour y camper quelque temps. Le moment était venu d'abattre une partie des rennes. Lorsque la neige tomba et que les lacs gelèrent, ils descendirent encore davantage vers l'est, dans l'épaisse forêt de sapins. Le garçon enseigna à la jeune fille les travaux d'hiver. Il lui apprit à tordre du fil avec des tendons de renne, à préparer les peaux, à en faire des vêtements et des chaussures, à fabriquer des peignes et des outils avec les cornes, à courir en ski et à voyager dans un traîneau lapon attelé de rennes. Quand le noir hiver se fut écoulé et que le soleil revint, le garçon annonça à la jeune fille qu'il pouvait enfin l'accompagner vers le sud pour trouver des gens de sa race. La jeune fille le regarda avec de grands yeux. « Pourquoi me renvoies-tu » dit-elle. « Tu as donc hâte d'être seule avec tes bêtes ?»« J'ai cru que c'était toi qui avais hâte de retrouver ton peuple. »« J'ai vécu près d'1 an de la vie du peuple Sam, » dit-elle. « Comment pourrais-je retourner parmi mon peuple pour vivre dans des maisons étroites et fermées après avoir si longtemps cheminé libre dans les fiels et les forêts ? Ne me chasse pas, laisse-moi ici. Votre manière de vivre vaut mieux que la nôtre. » La jeune fille resta toute sa vie auprès du lapon, sans jamais avoir la nostalgie des vallées. « Tu vois donc, Asa, conclut Aslak, que si tu restais seulement 1 mois ici, tu ne pourrais plus repartir. » Aslak se tut. Son père, Ola Serka, retira sa pipe de sa bouche et se leva. Le vieil Ola entendait mieux le Suédois qu'il ne jugeait bon de l'avouer, et il avait compris ce que disait son fils. Il savait maintenant comment il s'y prendrait pour dire à John Asarson que sa fille était venue le rejoindre.
Ola Serka descendit jusqu'au lac et suivit les rives jusqu'à ce qu'il rencontrât un homme assis sur une pierre, une ligne à la main. Le pêcheur avait les yeux gris et la taille voûtée. Ses yeux avaient un regard las, et toute sa personne donnait l'impression d'un être désemparé et inerte. Il avait l'air d'une personne qui a fait un trop grand effort pour soulever une charge trop lourde, ou trouver l'explication d'un problème trop difficile, et qui a été brisé et a perdu tout courage. « La pêche est bonne aujourd'hui, John, puisque tu n'as pas voulu lâcher la ligne de toute la nuit ?» dit le lapon en le saluant. John Asarson tressaillit et leva la tête. Pas un seul poisson ne gisait dans l'herbe, et sa ligne n'était pas amorcée. Il se hâta de la retirer de l'eau et de garnir son hameçon. Le lapon s'assit sur l'herbe à côté de lui. « Je voulais te demander un conseil, » commença Ola. « Tu sais que j'avais une fille qui est morte l'année dernière et qui nous manque beaucoup. »« Je sais, » interrompit le pêcheur, et un nuage passa sur son visage, car il n'aimait pas à entendre parler d'un enfant mort. Il parlait lapon très couramment. « On ne peut pourtant pas perdre sa vie dans le chagrin. J'ai pensé à adopter une petite fille. Qu'en dis-tu ?»« Cela dépend, » répondit John évasivement. « Je vais te raconter ce que je sais de la petite fille à laquelle j'ai pensé, John, » répondit Ola. Puis il raconta au pêcheur que 2 enfants, un garçon et une fille, étaient venus au Malmberg pour chercher leur père, que le garçon avait été tué par accident et que la petite fille avait voulu l'enterrer avec les honneurs réservés aux grandes personnes. Ola raconta comment elle avait dû aller parler avec le directeur lui-même. « Et c'est cette fillette-là que tu voudrais adopter, Ola ?» demanda le pêcheur. « Oui, » dit le lapon. « Lorsqu'on nous a raconté son histoire, nous n'avons pas pu nous empêcher de pleurer tous, et nous nous sommes dit qu'une aussi excellente sœur ferait certainement une fille très bonne pour ses parents. » John Asarson ne répondit rien. Au bout d'un instant, pour ne pas blesser son ami le lapon par son indifférence, il demanda. « Mais elle est de ton peuple, n'est-ce pas ?»« Non, » répondit le lapon. « Elle n'est pas du peuple Sam. C'est sans doute la fille d'un colon qui a l'habitude de la vie ici dans le nord. »« Non, elle vient du sud, de très loin, » répondit Ola d'un ton dégagé. Le pêcheur sembla un peu plus intéressé. « Dans ce cas, je ne crois pas prudent de la prendre chez vous, » dit-il. « Elle ne supportera guère d'habiter une tente en hiver, si elle n'y a pas été élevée. Mais elle aura chez nous de bons parents et de bons frères et sœurs, » dit Ola obstinément. « Il est pire d'être seul et abandonné que d'avoir froid. » Le pêcheur sembla répugné à l'idée qu'un enfant suédois fût recueilli par les lapons. « N'as-tu pas dit, objecta-t-il, qu'elle avait son père au Malmberg ? » « Il est mort, » dit le lapon, d'un ton tranchant. « Tu en es bien sûr, Ola ? » ?»« Naturellement, j'en suis sûr, » répondit le lapon avec mépris. « La fillette et son frère auraient-ils eu besoin de parcourir seuls tout le pays s'ils avaient eu un père en vie ? 2 enfants de leur âge auraient-ils eu besoin de gagner eux-mêmes leur vie s'ils avaient eu un père capable de travailler pour eux ? La fillette aurait-elle eu besoin d'aller seule parler avec le directeur si son père avait vécu ? Serait-elle seule, maintenant que tout le pays Sam parle de son courage, si son père n'était mort ? La fillette elle-même croit qu'il vit, mais je dis, moi, qu'il faut qu'il soit mort. » L'homme aux yeux las se tourna vers Ola. « Comment s'appelle-t-elle » demanda-t-il. Le lapon réfléchit. « Je ne me le rappelle pas. Je le lui demanderai. Elle est là-haut, dans ma hutte. »« Comment, Ola ? Tu l'as déjà fait venir chez toi avant de te renseigner si son père, qui n'est peut-être pas mort, le permet ? Est-ce que je me soucie du père ? S'il n'est pas mort, il se désintéresse d'elle. Il devrait être content qu'un autre s'occupe de sa fille. » Le pêcheur jeta sa ligne et se leva. Le lapon poursuivit. « Je crois que le père est peut-être de ces gens que les idées noires poursuivent et qui ne peuvent tenir en place et travailler. Quel bien lui ferait un père pareil !» Le pêcheur s'était mis à remonter la berge. « Où vas-tu » demanda le lapon. « Je voudrais voir ta fille adoptive, Ola. »« Bien, » dit le lapon. « Viens. Je pense que tu diras que c'est une bonne fille que je me suis procurée. » Le Suédois marchait très vite. Bientôt, Ola reprit.
Je me rappelle maintenant son nom. Elle s'appelle Asa. John hâta encore sa marche sans rien dire. Ola Serka aurait ri de satisfaction. Lorsqu'ils furent presque en vue des huttes, Ola ajouta « Elle est venue jusque chez le peuple Sam pour chercher son père, mais si elle ne le trouve pas, je la garderai avec plaisir. » Le Suédois se mit presque à courir. « Je savais bien qu'il aurait peur, si je le menaçais d'adopter sa fille dans le peuple Sam, » se dit à lui-même le vieil Ola. Lorsque l'homme de Kiruna, qui la veille avait conduit Asa à travers le lac jusqu'au campement Lapon, s'en retourna dans la soirée, il emmena 2 personnes qui avaient pris place très près l'une de l'autre et qui se tenaient la main dans la main, comme pour ne plus jamais se séparer. C'était John Asarson et sa fille. Tous les 2 semblaient changer. John Asarson était moins voûté et paraissait moins las. Ses yeux avaient pris un regard lumineux et bon, comme s'il avait enfin trouvé la solution d'une question angoissante. Et Asa, la gardeuse d'oie, ne regardait pas autour d'elle avec cette attention et cette prudence éveillée qui d'ordinaire la faisait paraître plus vieille que son âge. Elle avait trouvé quelqu'un sur qui s'appuyer et elle semblait en voie de redevenir une enfant. Chapitre 32. Vers le sud, vers le sud. Premier jour de voyage. Samedi, 1er octobre. Niels, sur le dos du jar blanc, voyageait au-dessus des nuages. 31 oies sauvages volaient rapidement vers le sud, en un triangle bien régulier. Les plumes bruissaient, toutes ses ailes fouettaient l'air avec un sifflement. On ne pouvait entendre sa propre voix. Akka de Kebnekaise volait en tête. Derrière elle, à droite et à gauche, venaient Ixi et Kaxi, Kolme et Nelia, Visa et Kuusi, le jar blanc et Finduvette. Les 6 jeunes oies qui avaient accompagné la bande n'en faisaient plus partie. À leur place, les vieilles oies emmenaient 22 oisons, élevés cet été dans la vallée Lapone. 11 volaient à droite et 11 à gauche, et ils faisaient de leur mieux pour garder, entre eux, des intervalles aussi réguliers que les vieilles oies. Les pauvres oisons, qui n'avaient pas encore fait de voyage, eurent d'abord beaucoup de mal à suivre le vol rapide. « Akka de Kebnekaise ! Akka de Kebnekaise !» criait-il d'un ton piteux. « Qu'y a-t-il » demandait l'oie guide. « Nos ailes sont lasses de se mouvoir, nos ailes sont lasses de se mouvoir. »« Ça ira mieux en continuant » répondait Akka sans ralentir son vol le moins du monde. Et on aurait dit qu'elle avait raison. Après 2 heures de vol, les oiseaux ne se plaignaient plus de la fatigue. Mais alors ce fut autre chose. Dans leur vallée, ils avaient mangé toute la journée durant. Bientôt, ils commencèrent à gémir de faim. « Akka, Akka, Akka de Kebnekaise !» crièrent les oisons d'un ton piteux. « Qu'y a-t-il maintenant ? Nous avons si faim que nous ne pouvons voler plus loin. Nous avons si faim !»« Une oie sauvage doit savoir se nourrir d'air et boire le vent, » répondait impitoyablement Akka, en continuant toujours son vol. Il semblait presque que les oisons apprissent à se nourrir d'air et de vent, car bientôt ils ne se plaignirent plus. La bande des oies était encore dans les fiels et les vieilles oies criaient le nom de tous les sommets qu'on dépassait pour les apprendre aux jeunes. Mais comme elles ne cessaient d'annoncer « C'est ici, celui-là c'est le Porso Tioko, et voici le Sarget Tioko, et voilà le Sulitelma », les jeunes recommencèrent à s'impatienter. « Akka, Akka, Akka » criait-il d'une voix déchirante. « Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ?»« Il n'y a pas de place pour tant de noms dans nos têtes » criaient les oiseaux. « Il n'y a pas de place pour tant de noms. »« Plus il entre de choses dans une tête, plus il y a de la place » répondit Akka sans s'émouvoir. Niels pensait en lui-même qu'il était vraiment grand temps de se mettre en route pour le sud, car il était tombé beaucoup de neige et le sol à perte de vue était blanc. Et il n'y avait pas à dire, on était bien mal à l'aise les derniers temps, là-haut dans la vallée des Fiels. La pluie, la tempête, les brouillards s'étaient succédés sans répit. Et si une seule fois le temps s'était éclairci, on avait immédiatement eu de la gelée. Les baies et les champignons dont Niels s'était nourri en été avaient gelé ou s'étaient gâtés. À la fin, il avait fallu manger du poisson cru, qu'il n'aimait guère. Les jours étaient devenus très courts, les soirées longues, et les matins étaient terriblement lents à venir, pour quiconque ne pouvait dormir aussi longtemps que le soleil restait absent.
Mais enfin, les ailes des oiseaux s'étaient fortifiées et le voyage vers le sud avait pu commencer. Niels était si ravi qu'il chantait et riait alternativement. Ce n'était d'ailleurs pas seulement parce qu'il faisait sombre et froid et que la nourriture devenait rare qu'il souhaitait quitter la Laponie. Il y avait autre chose aussi qui l'attirait en Scanie. Les premières semaines, il n'avait pas du tout eu le mal du pays. Il avait tant de plaisir à voir la Laponie. Son seul souci avait été d'empêcher tous ces essaims de moustiques qui y pullulent de le dévorer. Avec Aka ou Gorgo, il avait fait de longs tours. Du haut du Kebnekaise neigeux, il avait regardé les glaciers qui entourent le pied du cône blanc et escarpé. Aka lui avait fait visiter des vallées bien cachées et plonger les yeux dans des cavernes où les louves allaient leurs petits. Il avait fait connaissance avec les rennes qui paissaient en grands troupeaux au bord du beau lac de Thorn. Et il avait poussé une pointe jusqu'aux grandes cascades de Siofalet pour saluer les ours qui y demeuraient. Partout, il avait trouvé un pays superbe. Il était bien content de l'avoir vu, mais il n'aurait point voulu l'habiter. Aka avait raison de dire que les colons feraient mieux de le laisser aux ours, aux loups, aux rennes, aux oies sauvages, aux chouettes blanches, aux lemmings et aux lapons qui semblaient créés pour y vivre. Ah, oui, il était heureux d'être en route pour la Scanie. Il agita sa casquette en voyant la première forêt de sapins. Il salua d'un hurrah les premières maisonnettes grises des colons, les premières chèvres, le premier chat, les premières poules. Il passait au-dessus de superbes cascades et voyait à sa droite de hauts pics de fiel, mais à peine les regarda-t-il. Ce fut autre chose lorsqu'il aperçut la chapelle de Gwikiok, avec le petit presbytère et le petit village autour de la chapelle. Cette vue lui parut si belle qu'il eut les larmes aux yeux. À chaque instant, on croisait des oiseaux de passage en groupes plus nombreux qu'au printemps. « Où allez-vous, oies sauvages ?» demandaient les oiseaux. « Où allez-vous ?»« Nous allons à l'étranger, comme vous » répondaient les oies. « Nous allons à l'étranger. »« Mais vos petits ne sont pas assez forts » criaient les autres. « Jamais ils ne franchiront la mer avec des ailes aussi faibles. » Les rennes et les lapons étaient eux aussi en train de quitter les fiels. Ils descendaient en bon ordre. Un lapon ouvrait la marche, puis venait le troupeau, les grands taureaux en tête, puis une rangée de rennes de somme chargées des tentes et des bagages, et enfin 7 ou 8 personnes fermaient le cortège. Les oies sauvages s'abaissaient un peu en voyant les rennes pour leur crier « Au revoir, à l'été prochain, à l'été prochain !»« Bon voyage et bon retour parmi nous !» répondaient les rennes. Mais les ours, en voyant les oies, les montraient aux oursons en grognant. « Voyez-vous, ces peureuses qui craignent un peu de froid et qui n'osent pas rester chez elles en hiver. » Les vieilles oies ne restaient pas à court de réponses. « Voyez-vous, ces fainéants qui aiment mieux dormir la moitié de l'année que se donner la peine d'émigrer. » Dans les forêts de sapins, les jeunes coqs de bruyère se blottissaient les uns contre les autres, hérissés et transis, regardant avec envie toutes ces bandes d'oiseaux qui, avec des cris d'allégresse, se rendaient vers le sud. « Quand sera-ce notre tour ?» demandaient-ils à leur mère. « Quand sera-ce notre tour ?»« Vous resterez ici, auprès de votre père et de votre mère, » répondait la poule. « Vous resterez ici, chez père et mère. » Le mont Östberg. Tant que les oies étaient encore en Laponie, elles eurent un très beau temps. À peine entrées dans le Jämtland, d'épais brouillards les enveloppèrent. Elles descendirent au sommet d'une colline. Niels croyait bien être dans un pays habité, car il s'imaginait entendre des voix d'hommes et des grincements de voitures. Il aurait bien voulu chercher abri dans une ferme, mais par cet épais brouillard, il avait peur de s'égarer. Tout ruisselait d'eau et d'humidité. Des gouttelettes pendaient au bout de chaque brin d'herbe, et au moindre mouvement, il recevait de véritables douches. Il fit quelques pas pour chercher un refuge lorsqu'il aperçut devant lui un édifice très haut, mais pas très grand. La porte était fermée et l'édifice inhabité. Niels comprit que ce ne pouvait être qu'une tour élevée là pour permettre de mieux voir le paysage. Il retourna près des oies. « Mon bon Jar !» appela-t-il. « Prends-moi sur ton dos et porte-moi au sommet de cette tour là-bas. J'y trouverai peut-être une petite place sèche pour dormir. » Le Jar obéit et le déposa sur la plateforme de la tour. Le gamin s'y coucha, s'endormit et ne se réveilla que lorsque le soleil du matin lui frappa le visage.
En ouvrant les yeux, il eut d'abord du mal à savoir où il était. Habitué au désert de la Laponie, il prit d'abord pour un tableau cette contrée si habitée et si cultivée. En outre, le soleil levant donnait à tout des couleurs extraordinaires. La tour était construite sur une montagne, au milieu du Nil, située près de la rive orientale d'un grand lac. Ce lac était en ce moment aussi rose que le ciel. Les rives étaient jaunes grâce aux petits bois dorés par l'automne et au chaume des champs. Derrière cette bande jaune, la forêt de sapins formait une large ceinture sombre, au-dessus de laquelle bleuissait à l'est une rangée de collines. Le long de l'horizon occidental courait en forme d'arc une chaîne de montagnes étincelantes, pointues, dentelées, d'une couleur si douce et si tendre qu'elle n'a pas de nom, et que Niels n'aurait pu la dire ni rouge, ni blanche, ni bleue. Il n'y avait pas de nom pour cette couleur. Tout autour du lac, dans la bande jaune, s'élevaient un peu partout des églises blanches et des villages rouges, et juste à l'est, de l'autre côté du détroit qui séparait l'île de la terre ferme, adossée à une montagne protectrice, s'étendait sur la rive une ville, au milieu d'un pays fertile et cultivé. Voilà une ville qui a su se procurer une belle et bonne situation, songea Niels. Je me demande quel est son nom. En ce moment, il sursauta. Plongé dans la contemplation du pays, il n'avait pas remarqué que des visiteurs s'étaient approchés de la tour. Il montait les escaliers d'un pas si rapide qu'il eut à peine le temps de trouver une cachette. C'étaient des jeunes gens et des jeunes filles qui faisaient ensemble une excursion à pied à travers le Jämtland. Ils se félicitaient d'être arrivés à la ville d'Östersund la veille au soir pour jouir le matin de cette belle vue du Frozzo, d'où l'on distinguait plus de 20 000 à la ronde. Ils se montraient et se nommaient les églises et les fiels. Les plus proches étaient les fiels d'Ovik, ils étaient d'accord sur ce point. Mais lequel de ce sommet était l'Areskutan ? Une jeune fille tira de son sac une carte qu'elle déploya sur ses genoux, et ils s'assirent pour l'étudier. Niels fut inquiet de les voir rester si longtemps. Le jar ne pourrait venir le chercher pendant qu'ils étaient là, et il savait que les oies avaient hâte de continuer leur voyage. Au milieu de la conversation des touristes, il crut un moment entendre un caquetage d'oies et des coups d'aile, mais il n'osa sortir de sa cachette. Bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain et sur le, je ne sais plus combienième vlog lecture, sur le merveilleux voyage. Sachant que, je vous redis brièvement, si vous n'avez pas écouté les vlogs lecture précédemment, pour la version e-book de Niels, il va rester un samedi pour lire la fin de l'histoire. Par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage de nombre de chapitres entre ma version e-book et ma version poche, ce qui fait qu'à la fin de la version e-book, je vais proposer une ou deux, plus probablement deux lectures des 6 chapitres qui restent. Donc ça va être sûrement 2 fois 3, probablement, avec un petit vlog lecture. Et je resituerai à chaque fois de quoi ça causait, ce qui venait de se passer au niveau de l'histoire pour que vous ne soyez pas paumés à la lecture des chapitres. Voilà. Donc, on en a lu 3. Si vous vous souvenez, en fait, j'avais choisi de m'arrêter avant, peut-être un petit peu brièvement le samedi dernier, parce que j'ai vu justement qu'il y avait la mort du petit Mats. Alors oui, les titres qui spoilent, c'est chiant, mais bon, au moins vous savez comment ce pauvre gosse est décédé. Asa, je la trouve vraiment top comme gamine, son histoire aussi, elle est assez terrible. Et je me demande s'il n'y avait peut-être pas aussi là une espèce de prévention de la part de Selma Lagerlöf quand elle a parlé de tuberculose et de comment s'en prémunir. Donc à savoir l'hygiène, brûler les vêtements des personnes qui sont mortes de la tuberculose, etc. Et enfin parce que je crois que c'est quand même à une époque où il n'y a pas eu encore Pasteur, donc ils sont pas trop au courant de tout ce qui est microbes et compagnie. Et j'ai trouvé ça intéressant, parce que je pense qu'il y a vraiment le fait que
que, en plus de donner une leçon de géographie aux enfants, au passage, on leur donne aussi une petite leçon d'hygiène, entre guillemets, pour savoir comment faire pour se prémunir de certaines maladies. Et parce que l'information à cette époque-là ne passait pas comme elle passe chez nous de nos jours, ce qui est complètement logique, parce que je pense que tout bêtement, dans les endroits les plus éloignés, pour transmettre un message, c'était quelqu'un qui allait avec ses petits pieds d'une ville à l'autre transmettre le message. Et j'ai trouvé ça chouette, en fait, que Asa et Mats ils aient eu ce rôle-là aussi, après la conférence, de comprendre en fait que leur famille, que leurs 4 frères et sœurs et que leur mère étaient probablement morts de la tuberculose à cause de la dame, entre guillemets, que c'était pas du tout de malédiction, c'était pas du tout une question de superstition. Et du coup, d'aller transmettre ces informations-là de village en village. C'est triste, hein, forcément, c'est forcément touchant, mais je trouve ça mignon. Et c'était, enfin, pas drôle, mais j'ai bien aimé le rapport que l'autrice elle a fait entre l'histoire de Asa et Mats qui vont de ville en ville, de village en village, de maison en maison quasiment transmettre l'information sur la tuberculose et le conte plus ancien avec le petit garçon qui passe le râteau devant les maisons où quelques personnes vont mourir de la peste et la petite fille qui passe le balai et là tout le monde meurt. C'est un côté hyper très définitif en fait, très destin, des choses que les hommes ne peuvent pas contrôler et compagnie. Et je trouvais ça touchant aussi parce que c'est peut-être là des légendes qui remontent plus aux légendes médiévales parce que ça se rapproche un peu de la figure de la mort avec la faux, sauf que peut-être un petit peu à la sauce suédoise. Et je trouvais ça assez touchant aussi. Et ben voilà. Ensuite, donc, il y avait, oui, toute l'histoire aussi de Asa qui veut donner des funérailles d'adulte à son petit frère. Et le fait qu'elle ait le courage en fait d'aller organiser tout ça, d'aller convaincre le directeur et compagnie. Elle déborde de courage, cette gamine. Moi, elle m'impressionne et je suis toujours en train de plus ou moins de la shipper dans quelques années avec Nils. Parce que Nils, là, il a pris de la maturité, chose qu'Asa avait déjà. Et je pense que ça peut fonctionner tous les deux. L'histoire chez les Lapons, je l'ai trouvée touchante aussi. Parce que là, on a en gros l'histoire des 2 gamins qui ne sont plus qu'un, qui ont fait un très long voyage pour retrouver leur père, parce que toute leur famille, tout le reste de la famille est mort. Asa, en plus, elle perd son petit frère au passage, donc elle est toute seule, et toute seule à vouloir retrouver le papa, qui, au final, on a un aperçu du mode de vie des Lapons, donc sachant que on ne parle plus désormais de Lapon, on parle de Sami. Parce que Lapon, c'est une insulte suédoise envers le peuple Sami. C'est le peuple Sami qui est un peuple nomade et qui vit différemment des Suédois, des Norvégiens, des Finlandais, des Russes, parce que le territoire Sami est un peu à cheval sur ces 4 pays-là, donc dans le nord. Et c'est des gens qui ont subi pendant des siècles vraiment un certain mépris, etc., mais dont le mode de vie perdure encore. Et si je le retrouve, je vous mettrai le lien vers un documentaire de Arte, il me semble, que j'avais vu à leur sujet. Et il y avait un truc d'ailleurs chez les femmes, les femmes lapones ou Sami. C'était peut-être en Sibérie, ça, je me gourre peut-être de peuple. Mais il y avait des reines, c'était peut-être les Samis, j'ai un doute. Mais les femmes nomades, en fait, elles ont un mode de vie un mode de pensée qui est vraiment différent. À savoir qu'on avait suivi dans ce documentaire-là une femme enceinte qui va bosser jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit, jusqu'à accoucher quasiment, et qui s'y remet dès qu'elle a un peu dormi 1 heure ou 2, quoi. Et ils ont un mode de vie qui est très rude et forcément ils ont
une approche de la vie qui est très rude également. Ils se plaignent pas s'ils sont malades, par exemple. Ils se plaignent pas du tout. Ils sont laissés à eux-mêmes. Hein. Si t'as un nomade qui se pète une patte, ils sont isolés comme pas possible, ben il faut faire avec, il faut gérer. Donc j'ai trouvé ça touchant, l'approche du mode de vie des lapons, le fait que le lapon, là, Ola, qu'il manipule en fait John, le père d'Asa, pour qu'il récupère sa petite fille. Et surtout qu'en repartant, lui, le père, semblait moins accablé et Asa se mettait plus en fait, redevenait enfant, redevenait petite fille. Je trouvais ça touchant. J'ai bien aimé qu'il y ait une espèce d'happy end là-dessus, sachant qu'il va rester 4 chapitres derrière et du coup les 6 chapitres qui manquent. Et vers le sud, donc ça y est, c'est les oies qui repartent. Donc je présume qu'ils vont déposer au passage peut-être le jar, peut-être pas, mais au moins Nils chez lui, pour qu'il reprenne sa vie. En espérant justement qu'il puisse retrouver également le tonte qui lui a jeté ce sort-là. Parce que peut-être que les parents de Nils vont être fiers de lui quand ils vont apprendre tout ce qu'il a accompli là depuis 6 mois. Donc j'ai trouvé... Ouais, franchement j'aime bien, hein. Je suis assez fan. Hein. Sinon, bon, on en a encore pour 3 semaines, je pense, du merveilleux voyage, qui est un petit peu découpé. On va faire un itinéraire bis, on va dire. Après, on va passer au conte de Perrault. Il me semble qu'il n'y en a que 16, je vérifierai, mais il n'a pas été très prolifique comme auteur. Et je me demandais après, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas, il me semble que Candide de Voltaire et que Micromégas, qui est aussi de Voltaire, sont 2 contes philosophiques. Sachant que Micromégas, je le connais en fait de nom, parce que j'en ai entendu parler sur l'article Wikipédia qui est consacré à la science-fiction. Et Micromégas est une des histoires, un des livres qui sont annoncés entre guillemets comme des ancêtres de la science-fiction. Je me disais tiens. Après, je dis juste ça comme ça, j'ai pas feuilleté encore. Hein. Parce que si je trouve ça très chiant, je vais déjà voir si je trouve ça très chiant ou pas. Parce que si je trouve ça très chiant, je veux pas le lire. Mais de toute façon, on a au moins là pour 3 semaines de... Tout le mois de mai, on va être chez Nils et en juin, on va passer chez Perrault. Perrault, je pense qu'il va faire que le mois de juin, à vue de nez. Ça dépend de la longueur des contes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Et à tout bientôt. À dimanche pour ceux qui suivent... ça y est, je suis perdue. Pour ceux qui suivent le fantôme de l'opéra, où on va se retrouver dans la loge numéro 5. Et à lundi pour les caractères de la bruyère, où là on passe vraiment sur les caractères de la bruyère et pas sa traduction des caractères de Théophraste. Donc je sais pas si c'est très agréable à écouter, n'hésitez pas à me le dire pour les caractères de la bruyère. Parce qu'on est vraiment sur un truc moraliste. Bon, c'est moraliste, mais c'est pas non plus faut faire ci, faut faire ça. C'est plus une réflexion sur l'humanité, le comportement des hommes. Voilà. Donc... passez un très bon week-end. J'espère qu'il était long que vous avez su en profiter pour ceux qui habitent en France. Et parce que j'ai appris que le 8 mai n'est pas férié en Allemagne. On se demande pourquoi. Allez, passez un très bon samedi et un très bon week-end. Salut!